Bonjour à tous, ravi de partager cette table ronde avec vous. Aujourd'hui, on va parler donc de l'IA au sens large du terme, mais également de l'IA générative, donc dans la sinistralité, mais également dans le pilotage de portefeuille. Je suis aujourd'hui accompagné donc, de 4 experts dans l'IA, mais également des personnes qui sont en tout cas près de l'IA générative et de solutions comme de l'IA générative. Donc je vais vous laisser vous présenter avant de commencer. Donc, bonjour à tout le monde. Donc moi je suis Boutaine Alamrani, je suis responsable digital chez Antoria. Donc on charge de la refonte des différents parcours de souscription, de toutes les plateformes qui sont exposées, que ce soit aux courtiers, aux assurés ou aux sinistrés. Et également de tous les sujets qui portent sur l'intelligence artificielle. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jean-Christophe Legendre, je suis directeur de l'innovation d'une compagnie d'assurance qui s'appelle CFDP, Compagnie Française de Défense et de Protection, qui ont fait de l'assurance de protection juridique. Voilà, notre siège est à Lyon, on a 80 ans d'existence cette année. On est très heureux de les fêter avec vous. Et moi, je m'occupe plus particulièrement depuis une dizaine d'années. On a créé la fonction innovation il y a une dizaine d'années quand on a vu émerger tout le monde de la legal tech, de l'insurtech. Et depuis plusieurs années, avant l'IA générative, on s'est intéressé à l'IA prédictive. Et on aura l'occasion, effectivement, j'aurai l'occasion de développer un petit peu tout à l'heure sur ce qu'on a pu utiliser comme solution, y compris bien sûr sur l'IA générative. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Alexiane Génin et je suis référente innovation chez Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Donc moi je ne suis pas experte de l'IA, mais bien sur la partie innovation, donc création d'environnements favorables à l'expérimentation ou à la création de solutions nouvelles. Et j'accompagne actuellement donc, des projets et des expérimentations qui sont sur l'utilisation de la donnée sinistre comme levier de pilotage de l'entreprise. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Je suis Aurélien Couloumi, je suis dirigeant d'une start-up qui s'appelle Dialogy. Nous, on fait de l'analyse de risque à partir des bases de connaissances des assureurs et assureurs courtiers. Alors moi, j'opère depuis un certain nombre d'années, quasiment une dizaine d'années, sur les thématiques machine learning et IA, et nouvellement IA générative dans le domaine de l'assurance. Voilà. Merci en tout cas pour votre présentation. Pour rappel, je vais mettre un peu de contexte avant de commencer. On sait que aujourd'hui, dans le secteur de l'assurance, il y a énormément de données qui circulent, que ce soit à travers les mails, que ce soit dans les SharePoint ou à travers les appels téléphoniques ou les échanges avec les clients, dans les CRM. Aujourd'hui, ces échanges, justement, toute cette donnée est peu ou mal exploitée. Et il y a tout un champ pour l'IA générative ou pour l'IA en général pour pouvoir intervenir, pour valoriser ces données et exploiter au mieux pour l'efficacité opérationnelle et pour la stratégie, notamment dans les groupes de compagnies d'assurance. Ma première question pour vous, notamment, et je m'adresse à vous, Alexiane, c'est quels sont aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes, notamment dans le pilotage de ces dossiers de sinistres, notamment, où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce que vous avez mis en place dans votre compagnie ? Il y a 2 niveaux. Je peux déjà commencer par ce qui a été testé et ce qui est déployé actuellement. Donc, par exemple, sur des sujets plutôt en aval et en amont de la gestion sinistre. Donc, le premier, ça va être le traitement et la qualification, l'automatisation des emails qui sont reçus pour nos gestionnaires. Donc là, on parle d'un volume de 5 millions de mails qui sont reçus chaque année sur la partie IARD et qui sont maintenant totalement qualifiés, automatisés et envoyés vers le bon interlocuteur. Donc, globalement, en termes de résultats, on est sur un gestionnaire sur 2 qui estime, 2 gestionnaires sur 3 plutôt, qui estiment qu'ils reçoivent des mails qui sont bien plus ciblés qu'ils ne l'étaient auparavant, et plus de 90% de satisfaction sur le fait que oui, en fait, ils ont un gain en temps et en efficacité chaque jour grâce à cette solution. Autre chose qui a été faite grâce à l'IA porte notamment sur la partie plutôt souscription. Donc un assistant souscription augmenté, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, un souscripteur allait devoir naviguer sur une dizaine de sites web, sur différentes applications ou autres, pour pouvoir vraiment cerner le profil du prospect ou du client.
et identifier les risques. Aujourd'hui, en quelques secondes, grâce à cet outil, il va pouvoir directement avoir un carnet de santé de l'entreprise, du porteur, etc. et identifier les risques pour pouvoir adapter le contrat ou prendre une décision en connaissance de cause. Mais ce qui nous intéresse vraiment et qui fait l'objet de cette table ronde, c'est sur la partie plutôt que faire de nos données de sinistres. Aujourd'hui, on reçoit environ, simplement chez Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, donc non pas au niveau national, mais bien au niveau régional, environ 4000 dossiers chaque semaine, un document sinistre. Ces dossiers-là, 4000, on n'est pas capable de les traiter automatiquement, donc ça veut dire qu'il y en a 0,1% qui sont véritablement exploités et utilisés, nous, au niveau stratégique ou au niveau terrain. 0,1%, encore une fois, parce que ce n'est pas l'IA qui l'analyse, mais bien des personnes manuellement. Donc nous, l'enjeu vraiment, c'est vraiment de pouvoir se servir de l'IA, non pas seulement sur de la partie résolution de problèmes ou autre, mais vraiment sur de la partie prédiction, donc anticiper, pouvoir conseiller, pouvoir prédire les accidents, les sinistres avant qu'ils se déroulent, grâce à toute la donnée dont on dispose, mais qu'on n'est pas à l'heure actuelle prêt à exploiter. Merci Alexiane. Boutena, vis-à-vis donc des défis actuels, quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui au sein de votre organisme ? Alors, on a commencé à expérimenter un peu l'IA il y a un peu plus de 2 ans chez Antoria. On est confronté un peu comme tous les acteurs à une masse de données complexes, non qualifiées, qui rend nos processus de gestion extrêmement chronophages. La collecte de données est très fastidieuse. Ça nécessite énormément d'allers-retours entre le gestionnaire, le courtier, l'assuré, le sinistré, avec tout le risque qu'il y a derrière de perte de contexte, d'historique, d'erreurs aussi, qui retardent l'ouverture des dossiers. Et par ailleurs, ces retards entraînent aussi des relances supplémentaires qui viennent alourdir nos flux de données en entrée. Donc, en observant en tout cas sur ce constat, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on trouve un moyen d'automatiser et de simplifier nos processus. Donc l'enjeu pour nous, derrière l'usage de l'IA, c'est vraiment de transformer la donnée pour en faire un vrai levier de décision et d'anticipation, fluidifier les relations avec les courtiers, les assurés, pouvoir aussi aménager et alléger le travail des gestionnaires pour qu'ils puissent se concentrer sur des dossiers plus complexes, à forte valeur ajoutée, et aller un cran plus loin, essayer d'identifier des signaux faibles qui nous permettraient d'adapter notre politique de souscription et mieux maîtriser nos risques demain. Donc c'est un sujet d'efficacité opérationnelle, mais c'est aussi un sujet pour les gestionnaires, en tout cas, de leur mettre à disposition des outils qui leur permettent de travailler sereinement. Jean-Christophe, sur le même sujet. Oui, non, alors peut-être préciser, parce que ça sera plus intéressant de mettre un peu dans le contexte la problématique qui est la nôtre. On est assureur de protection juridique, comme je le disais tout à l'heure. On est au carrefour de l'assurance et du droit. Donc on a accès à une quantité de données extrêmement conséquente. Et nous, notre métier, c'est de résoudre rapidement, efficacement les litiges de nos assurés. On assure essentiellement des professionnels. Donc vous le savez, subir une procédure judiciaire, c'est quelque chose qui peut être douloureux, assez long, coûteux, aléatoire dans la décision qui va être rendue et dans l'exécution même du jugement. Donc notre savoir-faire, le savoir-faire de nos équipes, il repose sur la capacité à trouver des solutions amiables, rapides, efficaces et durables aux contentieux qui nous sont soumis. Donc vous voyez, c'est en cela que c'est un peu particulier l'assurance de protection juridique, puisqu'on n'est pas vraiment dans une logique indemnitaire, même si quand on paye des honoraires d'avocats ou d'experts, l'essentiel du temps des gestionnaires est consacré à la recherche d'une solution amiable. Bien évidemment, pour parvenir à cette solution amiable, il y a tout un tas d'outils qui sont des outils technologiques, mais pas que, des outils aussi qui concernent la communication non violente, qui concernent la médiation, la conciliation. Ça, c'est extrêmement important de comprendre ça, parce que la technologie, elle va venir au service de tout ça, au service de ce métier-là. Une fois qu'on a dit ça, évidemment, on a commencé à s'intéresser, il y a quelques années, avant l'IA générative, à s'intéresser à la meilleure exploitation possible de toutes les données existantes. Et on a commencé par, effectivement, ce qui était immédiatement disponible. Et en France, on a malgré tout cette chance de disposer
de toute la jurisprudence. Et donc, on a travaillé là-dessus. On a travaillé sur l'exploitation de la jurisprudence, sur l'exploitation de la règle, de la réglementation, des sources officielles du droit français. Tout le monde connaît Légifrance, par exemple. Et donc, si on est capable de mobiliser toute cette information-là, on va être capable de mettre à disposition non seulement de nos gestionnaires, mais aussi de nos courtiers distributeurs et de nos assurés finaux, une information juridique immédiatement disponible. Donc c'est ça autour de quoi on a travaillé. On a commencé par utiliser l'IA prédictive avant l'IA générative. On a commencé sur certaines typologies de dossiers, mais j'y reviendrai tout à l'heure, je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite. Certaines typologies de dossiers, on a utilisé l'IA prédictive pour accélérer le traitement du contentieux, accélérer l'indemnisation et améliorer au final le montant de l'indemnité pour nos assurés. Préjudice corporel, on le fait aussi par exemple pour les dossiers du contentieux du droit du travail. En analysant 12 fiches de paye, on est capable effectivement de savoir, selon les scénarios de rupture du contrat de travail, combien on va devoir indemniser l'employé ou combien l'employeur va devoir débourser pour se séparer de son 3 millions de ruptures de contrat de travail chaque année en France, donc ça fait une masse, même s'il n'y a que 200 000 prud'hommes. Mais voilà, c'est typiquement le genre de dossier très concret sur lesquels on va pouvoir exploiter les données externes. Et donc mon enjeu à moi et ma difficulté, ça va être d'exploiter nos données internes, puisque 80 ans de données, même si on ne va pas exploiter 80 ans de données, on a des centaines de milliers de dossiers. Comment est-ce qu'on va chercher, comment est-ce qu'on structure la donnée pour pouvoir l'exploiter sur ce qui fait véritablement notre savoir-faire distinctif. Et Aurélien, quel est justement ton point de vue par rapport à ces défis que vous avez rencontrés en tant que start-up, en quelques mots? Alors, nous, on n'est pas assureur, donc je vais raconter plusieurs histoires d'assureurs. Alors même avant Dialogy, parce que c'est probablement là que commencent mes premières en tout cas, expériences en gestion sinistre avec des projets IA. Je vous parle de 2018-2019. Les enjeux à l'époque, c'était donc gestionnaire, je précise, gestionnaire sinistre, auto, Pays-Bas. Voilà, c'était le contexte. L'enjeu était un enjeu d'abord et avant tout d'efficience. L'enjeu, c'était on a des premiers modèles de traitement automatique du langage. On sait qu'on a des mails qui contiennent tout ou partie des informations qui permettent de traiter avec efficacité le sinistre. On va utiliser ces modèles pour rationaliser le temps de captation de l'information, marginalement de décision, d'abord de captation. En réalité, c'était ça le premier enjeu. 2020-2021, une autre histoire, des lines Credit Life chez un réassureur privé donc, qui opère en facultative. Et ici, à cette époque-là, déjà un peu plus de matière d'un point de vue modèle d'une part, et puis on commence doucement à rentrer dans le décisionnel. Donc c'est là que je vois commencer à apparaître des cas d'usage où non seulement on va capter l'information dès la GED ou dès la base mail, mais aussi après, avec cette information captée, on arrive à se dire il y a tout ce qu'il faut, il n'y a pas ce qu'il faut, on envoie un mail, il y a tout ce qu'il faut, on envoie un mail et on déroule le paiement du sinistre. Voilà. Et ça nous amène tout doucement à 2024-2025, aujourd'hui, avec tous les outils d'IA génératif qu'on connaît, on aura l'occasion de revenir dessus, où là, en tout cas, notre vision, c'est que le prisme change du point de vue de la gestion des sinistres. On se positionne moins avec cette idée de gagner du temps, et plus seulement cette idée de prendre des décisions, mais vraiment de faire quelque chose de cette donnée. J'ai un cas, je ne le citerai pas, mais certains le reconnaîtront peut-être, c'est de l'information publique. Un acteur RC médical lyonnais qui passe d'une posture d'automatisation de sa gestion sinistre à une posture de valorisation de sa gestion sinistre à travers une compréhension de ce qu'il y a dans sa base sinistre. Donc l'information captée n'est pas juste opérationnelle, décisionnelle, elle sert à créer des services, ici à créer des services pour les assurés de cette compagnie. Donc il y a vraiment eu ce changement, en tout cas c'est ce que je constate, et les défis en fait dérivent au gré de ces problématiques-là d'un défi qui est de base très opérationnel, très comment on gagne du temps, à un défi qui devient comment on comprend mieux le risque et comment on s'en sert plus, pour nous et pour les autres.
Très bien, merci pour ce premier tour de table. Jean-Christophe, je voulais me pencher vers vous sur justement les cas concrets d'implémentation réussie ou non réussie de l'IA. Oui, c'est important de parler de ce qui a réussi, mais il y a aussi des choses qui n'ont pas réussi. Récemment, on a tenté de mettre de l'IA générative sur des questions RH. On s'est aperçu que c'était pas terrible, donc on a abandonné. Donc j'en parle rapidement pour dire qu'il faut essayer, tester et abandonner, le cas échéant, les expérimentations. Ce qui a bien réussi il y a quelques années déjà, comme je le disais tout à l'heure, sur de l'IA prédictive, c'est l'exploitation des rapports médicaux dans la gestion des sinistres corporels. Les équipes qui s'occupaient de ça chez nous mettaient énormément de temps à effectuer les calculs sur un fichier Excel, aller chercher la jurisprudence la plus approchante du cas qu'ils étaient en train de traiter, et puis, tant bien que mal, exercer le recours. Donc ça, sur un dossier, c'était plusieurs heures. Et ça faisait un petit moment qu'elle me disait, mais Jean-Christophe, si on avait un outil qui nous permettait de calculer ça rapidement, ça serait quand même intéressant. Donc on s'est rapproché là aussi parce que l'écosystème, j'entendais parler de l'écosystème dans la table ronde précédente, et là c'est évidemment fondamental, on en reparlera tout à l'heure, mais on avait parmi nos partenaires des gens qu'on fréquentait depuis un petit moment, et là on s'est dit, mais oui, leur solution là, elle est adaptée. En l'occurrence, c'était celle d'un ancien magistrat et d'un mathématicien, et pas des très jeunes. Et ils avaient développé ça sur vraiment avec une vision extrêmement intéressante. On a plugué leur solution sur nos outils. Et là, il suffisait d'intégrer dans le logiciel le montant des indemnités qui avait été chiffré par le médecin expert pour produire immédiatement le rapport qui devenait exploitable et qui mobilisait aussi toute la jurisprudence de toutes les cours d'appel, puisque renseigner, parce qu'il y a des petites mains qui travaillent à renseigner, à exploiter toutes les décisions de cour d'appel en temps réel. Tout cela faisait que on avait en 20-30 minutes, on avait un rapport qui nous permettait d'exercer le recours contre la compagnie de responsabilité civile. On a réduit les délais de traitement des dossiers parce que le dossier était tellement bien ficelé que finalement la contestation était moins possible qu'avant. Ça réduisait considérablement le temps de gestion des dossiers et on avait plus de chances d'obtenir un accord rapide sur des bases indemnitaires plutôt meilleures que celles qu'on pouvait connaître avant. Donc ça, on voit là vraiment que c'est mieux pour le gestionnaire, c'est mieux pour l'assuré, c'est mieux pour le courtier qui est quand même vachement heureux de pouvoir mettre à la disposition de ses clients des compagnies, je dis ça en toute modestie, des compagnies qui sont capables de proposer des choses à forte valeur ajoutée pour leurs assurés. Je ne reviens pas sur ce que je disais tout à l'heure, mais c'est dans le droit fil de cette solution-là pour la rupture des contrats de travail. On sait que ce sont des dossiers, là aussi, extrêmement douloureux pour d'autres raisons qui peuvent durer très longtemps, avec des solutions aléatoires, un taux d'appel en matière prud'homale qui est de 50%, c'est-à-dire que c'est le pire, hein. 50% des dossiers, des décisions rendues en première instance sont frappées d'appel. Donc vous voyez un peu la durée des contentieux prud'homaux. Là, on accélère, on débarrasse des fantasmes qu'on peut avoir autour d'une indemnisation un peu de jackpot, et ça permet d'accélérer la recherche et l'obtention d'un accord entre l'employeur et l'employé. Donc j'aime à dire aussi, ce que je veux dire par là, et insister sur le rôle sociétal finalement que tout ça représente pour apaiser les contentieux quand c'est possible. Aurélien, quels sont aujourd'hui les résultats déjà visibles d'un point de vue startup? Sur la partie IA générative, c'est ça? Tout à fait. Alors, si je me place vraiment du point de vue technologique, peut-être d'abord pour commencer, les apports technologiques, si on prend le prisme de l'IA générative en gestion sinistre, ils sont de différents ordres. Sur le sujet même du traitement du dossier, vraiment le signal en tant que tel, le fait d'avoir des modèles qui sont maintenant de nature multimodale change complètement la donne sur la matière, la manière dont on gère la matière. Pardon. Si on est, je peux citer cet exemple-là, des dossiers notamment Energy Corporate, donc comment évaluer un sinistre sur un site pétrochimique. On a souvent des rapports qui sont très textuels, très verbeux, mais aussi très schématisés, très photos, etc.
avoir une capacité de modèle qui peut comprendre, décrire ce qui se passe, et pas que de manière textuelle, c'est un vrai enjeu et un vrai gain, notamment pour comprendre la cause, ce qui s'est passé et tout le contexte de cette cause. Donc ça, c'est un vrai enjeu. L'autre enjeu qu'on perçoit, nous, c'est la capacité à gérer ces cas sinistres au regard de différentes lignes d'activité. À nouveau, d'un point de vue modèle, si on se place en 2017 ou 2018, les modèles ils sont entraînés au cas par cas en fonction des lignes d'activité qu'on a face à nous. C'est moins le cas. On a toujours un petit peu de contexte pour préciser un petit peu la compréhension du sinistre ou les éléments de langage associés, mais on est moins sujet à ça. Le dernier aspect, et c'est sur lui notamment chez Dialogy qu'on travaille le plus, c'est la capacité à extraire. Ces dossiers sinistres, fonction bien sûr de la nature du sinistre, corporate par corporate, durée de ce sinistre dans le temps, c'est une matière qui est dense, c'est une matière qui est très multidimensionnelle, qui est temporelle, qui a en réalité des centaines d'attributs dont il faut tenir compte. Et ça, c'est vrai que les modèles historiques avaient globalement du mal à le capter. Utiliser des modèles d'IA génératifs, ça nous a permis, sur toutes les lines RC, énergie, specialty, donc plutôt grand compte, à créer ce que nous on appelle des arbres de connaissances. Donc on extrait de ces rapports des arbres qui retracent l'événement chronologique avec des centaines d'attributs par événement. Et ça, c'est une mine d'or pour les équipes sinistres, pour détecter les tendances, pour les équipes prévention, pour comprendre les causes primaires, etc. Voilà. Alexiane, du coup, côté Groupama, est-ce que tu peux nous partager ton retour d'expérience? Je rejoins Aurélien sur pas mal de sujets. Nous, aujourd'hui, les IA entre guillemets classiques nous proposaient des résultats plutôt très performants sur tout ce qui était optimisation, gestion des traitements des sinistres et autres. Donc du gain de temps, le gain en efficacité. Mais par contre, à partir du moment où on a vraiment souhaité exploiter nos données sinistres, c'est là où on s'est rendu compte des limites des modèles classiques et de la nécessité d'aller plutôt sur de l'IA générative et non plutôt les LLM. Quand on parle de rapport de sinistre, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mettre le nez dedans, mais globalement, ce sont des rapports qui font une trentaine de pages, avec un vocabulaire qui est spécifique à chacun de ces rapports, puisqu'il est spécifique à chaque expert. Il n'y a pas ou peu de standardisation. Et on trouve donc non seulement un vocabulaire qui est spécifique, mais aussi une interprétation qui est spécifique à l'expert, et une retranscription dans ce rapport qui sera encore une fois unique. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué pour nous de pouvoir exploiter ces données. Et c'est là où l'IA générative, c'est vraiment un game changer sur cette exploitation-là. Boutena, je sais que vous avez mis en place plusieurs agents IA, notamment, dans votre organisation. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Oui, alors on a lancé 2 agents IA, l'un pour la déclaration de sinistre et l'autre pour le suivi de sinistre. Concrètement, pour la déclaration, ça permet de s'adapter aux différents profils qu'on peut avoir en face, donc un courtier, un assuré, un sinistré, collecter toutes les informations requises pour l'ouverture des dossiers, parce que sur l'existant, on avait des dizaines de mails justement où on échangeait des informations, on avait des dossiers incomplets, donc qui ne nous permettaient pas d'instruire les dossiers derrière. Et on a également lancé une garde-tri pour la qualification des emails. Et ces 3 outils nous ont permis d'automatiser toute la partie collecte et tri d'informations hétérogènes, de fluidifier la relation avec les courtiers assurés. Donc pour eux, c'est complètement transparent. Ils font leurs demandes en ligne via le portail de suivi. Ils ont de la visibilité sur l'avancement du traitement de leur dossier. Ils peuvent venir compléter, ajouter des précisions ou revenir avec des nouveaux éléments. Il y a aussi le fait de mettre en place la garde-tri qui nous a permis d'orienter intelligemment les dossiers vers les bonnes personnes avec le bon niveau de priorité, de préqualifier les demandes pour eux, donc de venir aussi lire les pièces jointes qui sont des rapports, des convocations, des assignations, en extraire un certain nombre d'informations, catégoriser ces éléments et pouvoir leur donner en tout cas des éléments déjà prêts à analyser. En tout cas, l'analyse est plus rapide et la décision peut être prise assez rapidement. Voilà en tout cas pour ce qu'on a pu mettre en place. Après, les résultats qu'on a obtenus sont plutôt concluants, en tout cas avec la mise en place de ces premiers outils. Je ne l'ai peut-être pas précisé, mais c'est sur la branche responsabilité civile décennale.
Donc, on a pu diviser par 2 les délais de réponse sur les déclarations et l'indemnisation aussi sur certains dossiers amiables, parce qu'on sait que pour le judiciaire, ça prend généralement un peu plus de temps. Il y a des rapports d'expertise, donc on est sur des sujets de délai. On a pu également réduire de 60% les mails de relance grâce à la plateforme de suivi des sinistres. Donc, ils ont la visibilité en temps réel et ils n'ont pas besoin d'envoyer des mails supplémentaires qui ne portent pas forcément d'informations primordiales. Et donc, c'est un vrai gain de temps pour nos gestionnaires. On a également estimé un gain de 70% dans l'affectation des flux avec la mise en place de la gare de tri. Et sur ce sujet-là, en particulier, on a quand même été confronté à un vrai sujet de résistance au changement, qui nous rappelle que l'acculturation à l'IA est un sujet primordial, qu'il faut en tout cas accompagner les collaborateurs dans l'usage de ces outils. Mais je pense qu'on reviendra un peu dessus tout à l'heure. Et on a mis en place aussi une IA sur un parcours de souscription du coup, pour une autre branche qui est la multirisque immeuble, qui permet d'analyser le risque à partir de l'adresse de l'immeuble, pouvoir analyser tout l'environnement de l'immeuble, la façade, la toiture, les commerces autour de l'immeuble, dans l'immeuble, récupérer un certain nombre d'éléments, en tout cas, qui sont restitués en temps réel pour le courtier, donc un gain de temps pour lui dans la collecte de ces informations, mais qui sont aussi documentés pour nos gestionnaires, pour qu'ils puissent évaluer assez rapidement le risque et prendre une décision pour refuser ou accepter le risque derrière. Merci beaucoup pour votre retour d'expérience, en tout cas sur cette partie gains et cas d'usage. Je voudrais revenir rapidement en quelques mots sur notamment les conditions clés de succès, les facteurs clés de succès pour la mise en place donc, de ces outils. Et là, je vais m'adresser à Aurélien. Quels est, à ton avis, les facteurs clés de succès, en quelques mots? En quelques mots. Non, c'est simple. Nous les facteurs clés de succès, en général, on les subdivise de manière très plate en quatre parties. Sur le prisme de la data, garbage in, garbage out, si tu n'as pas de bonnes données, tu n'as pas de bons résultats. Ça veut dire que sur cette partie sinistre, si on n'est pas capable d'avoir une GED qui a au moins le bon ensemble de métadonnées pour qualifier la fraîcheur de l'information, quelques éléments contextuels sur l'assuré ou son contrat, il ne faut pas espérer avoir quelque chose de métable dans le process traditionnel. Sur la partie modèle, le choix du modèle est somme toute prépondérant, pas tellement par souci de technicité, mais plutôt par souci de scalabilité en réalité. On parle de dossiers sinistres, on parle de milliers ou dizaines ou de centaines de milliers de documents et de pages chaque année. Et à l'échelle d'une preuve de concept, le choix du modèle, au regard de l'accuracy de ce modèle, peut être discutable. Il devient juste structurel en production, en mise à l'échelle, parce qu'il amène du coup le troisième volet, qui est le troisième facteur de succès, qui est le sujet informatique, avoir l'infra pour soutenir ça, et associer à cette infra les bons éléments de conformité et de sécurité qui font que dès T0, on ne tue pas dans l'œuf le projet parce qu'on ne met pas en place les bons garde-fous ou parce qu'on ne sait pas s'il y a de la donnée personnelle dans les dossiers. Le dernier facteur de succès, Boutena l'a évoqué en partie, les éléments de conduite du changement, et je pense que tu auras l'occasion d'y revenir. Alexiane? Merci. Alors je vais en citer 2 pareils en facteurs clés de succès. Donc le premier qui vient d'être cité justement, la partie acculturation au changement, puisqu'il y a 2 choses dans l'acculturation au changement. Il y a déjà le fait qu'on a une bonne partie de nos collaborateurs qui sont réticents à l'IA. Et quand je dis réticents, c'est vraiment qu'ils estiment que l'IA est plus une menace pour eux qu'une opportunité. Donc ce sujet doit être pris dès le début. Et aussi sur la partie sinistralité. Le fait est qu'aujourd'hui, sur la sinistralité, ce sont des questions que les préventeurs, les souscripteurs ou autres vont se poser depuis des années. Donc ils ont déjà eux-mêmes tiré leurs propres conclusions sur les questions qu'ils se posaient. Et si l'outil qui a été développé vient renforcer leurs convictions en disant l'idée, les schémas qu'ils avaient déjà en tête sont confirmés très bien, dans ce cas-là, ça donne de la légitimité à leurs propos auprès du sociétaire. Par contre, si derrière, l'outil vient contredire l'idée que eux s'étaient faite sur ce type de sinistre, dans ce cas-là, on va devoir leur donner directement accès à la donnée pour qu'ils puissent eux-mêmes confronter la perception de la situation qu'ils avaient avec les chiffres et les données fournies par l'IA. Boutena, pour compléter ce que vient de dire du coup Alexiane, merci Alexiane, quels sont aussi les facteurs de risque vis-à-vis
de l'implémentation de l'IA générative ou de l'IA au général? Alors, moi, je rejoins déjà sur la partie qualité de données. Je pense que c'est primordial. Je pense que le risque aujourd'hui, en tout cas, nous, on est confrontés tous les jours au sujet d'hallucination de l'IA. Et l'hallucination de l'IA trouve son origine dans la qualité, l'exhaustivité, l'équilibre des données d'entraînement, aussi dans l'attribution du contexte, dans la précision du prompt, mais aussi dans le choix du LLM. Concrètement, nous, avec la mise en place de certains agents IA, on a vu qu'en changeant de LLM, on pouvait réduire drastiquement quelques hallucinations. Derrière, je pense qu'il faut aussi évaluer régulièrement la performance de l'IA, pouvoir l'entraîner sur des données plus récentes, mettre en place ce qu'on appelle des indices de confiance aussi pour pouvoir justement, à partir d'un certain seuil, accepter ou refuser d'afficher ou d'exposer des conclusions. Je pense qu'il faut toujours garder aussi un contrôle humain parce qu'on reste sur des modèles probabilistes et le risque est toujours présent. Il faut garder une supervision humaine pour pouvoir justement valider certaines décisions. Et enfin, l'acculturation à l'IA. Nous, ce sujet, on a été confrontés à ce problème, on va dire, quand on a mis en place la garde de tri. Il faut former, sensibiliser, organiser par exemple des webinaires pour expliquer ce que c'est que l'IA, ses capacités, ses limites, comment l'utiliser dans son quotidien. Essayer aussi d'embarquer les métiers assez tôt. Mais quand je dis assez tôt, c'est vraiment dès la phase d'idéation ou même de réflexion autour des cas d'usage pour qu'ils puissent l'adopter progressivement et trouver aussi un sens à son usage. Merci Boutena. Jean-Christophe, sur cette partie, une remarque? Oui, je rejoins vraiment, je ne vais pas redire ce qu'ont dit mes camarades. Moi, ce que j'ajouterais peut-être, j'insiste à chaque fois que c'est possible avec les personnes que je rencontre. Et en ce moment, par exemple, là, je suis en train de faire le tour de France de la CSCA, le syndicat des courtiers. Donc, je rencontre pas mal de courtiers et distributeurs. Et on leur demande où ils en sont des usages de l'IA. On s'aperçoit qu'ils commencent à regarder un petit peu ce que c'est, mais vraiment, ils n'ont pas encore détecté forcément les cas d'usage. Donc, il faut faire un peu d'évangélisation, pardon pour l'expression, autour de nous. Et puis aussi, en interne, évidemment. Nous, le choix qu'on a fait, on est 250 collaborateurs sur tout le territoire. On a dit, on forme tout le monde sur 2 jours, en présentiel, et on mélange les populations, des juristes avec des informaticiens, avec des comptables. On a dit, on forme tout le monde sur un socle commun. Et on a réalisé la moitié des sessions à peu près à la date d'aujourd'hui. On s'aperçoit que c'est extrêmement bien perçu, ça suscite des échanges, ça enlève un certain nombre de peurs. Donc je dirais que penser que la technologie tient toute seule en l'air, évidemment personne ne le dit comme ça, mais parfois on a tendance à lui demander des trucs qui en réalité, on pense à la place des gens et on n'accompagne pas cette utilisation et ce changement induit. On passe à côté du sujet. L'idée peut être bonne si elle est mal vendue, mal communiquée. On risque de perdre beaucoup de substance et de valeur. Donc vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus. Il ne s'agit pas d'avoir une avant-garde hyper formée, hyper compétente, si derrière les troupes sont très loin. Donc il faut tenter d'embarquer tout le monde pour pouvoir déjà évacuer un certain nombre de peurs et puis permettre aussi aux gens d'utiliser l'IA dans de bonnes conditions. Parce que sinon, ils vont le faire un peu de manière sauvage et parfois risquée sur le plan de la conformité ou de la sécurité. Merci en tout cas pour vos partages. Et j'aimerais finir cette table ronde par une question ouverte. Qu'est-ce que vous voyez pour l'après? C'est-à-dire, par rapport à ces technologies, comment est-ce que vous voyez l'évolution du marché de l'assurance? Pour moi, c'est ça. Non, mais vis-à-vis de l'IA générative, en tout cas, et de cette thématique sinistre, je pense que c'est passer le cap d'un passif douloureux, d'une étape de la chaîne de valeur qui est une contrainte, et la rendre telle qu'elle devient un actif stratégique pour la boîte. Moi, je le perçois vraiment comme ça. On est en capacité d'avoir des outils qui feront que cette partie-là de la chaîne de valeur infuse encore plus sur les choix à la fois des équipes techniques, des équipes de distrib et même de la conception des produits. Voilà. Alexiane?
j'aimerais bien que prochainement, toutes ces données qui soient contextualisées, elles ne soient plus seulement utilisées à des fins de fluidification, mais bien ou de reporting, mais vraiment à des fins de dialogue avec le sociétaire directement. Oui, je partage également. C'est l'un de nos enjeux, exploiter nos données, aussi bien sur la partie e-commerce. On commence à pouvoir utiliser, à coupler des outils de business intelligence avec l'IA générative, pouvoir demander c'est quoi les progressions, les meilleures progressions de mes 10 plus gros courtiers sur les 6 derniers mois. Là, aujourd'hui, on a la réponse. On a une réponse structurée qui permet effectivement d'évacuer cette partie de recherche, de collecte, de mise en forme. La donnée, si elle est de qualité, elle est très vite, elle est structurée et on va pouvoir passer à la phase d'analyse et de mise en place d'un plan d'action avec nos distributeurs, avec nos assurés. Pareil pour le sinistre. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que l'équipe de Strasbourg, elle est super forte dans la gestion des dossiers de voisinage? Pourquoi à Toulouse, ça marche moins bien? Donc, on va pouvoir comparer. Et là aussi, dans un véritable plan RH, partager les meilleures pratiques possibles. Donc, moi, je pense que l'enjeu des organisations, des compagnies, des mutuelles, c'est dans l'exploitation de nos données. Parce que c'est là qu'est le cœur du savoir-faire, c'est là qu'est le cœur de la singularité, finalement. Boutena, le mot de la fin? Alors je dirais avec les premiers résultats qu'on voit, et on est un petit peu tous dans une phase d'expérimentation, l'idée c'est d'aller un cran plus loin, d'industrialiser un petit peu tous les cas d'usage finalement qui fonctionnent à d'autres branches métiers, à d'autres cas d'usage. Il est certain que la gestion de sinistres évolue profondément avec l'usage de l'IA. Et que l'IA, demain, sera en charge de l'automatisation, de l'analyse, de l'assistance décisionnelle, et que finalement, la valeur ajoutée du gestionnaire, elle se déplacera plus sur, on va dire, des missions d'expertise. Donc l'idée est de venir renforcer le pilotage stratégique, pouvoir affiner les politiques de souscription, essayer, in fine, en fait, d'améliorer le S sur P. Et je pense que c'est un petit peu l'enjeu de tous les assureurs. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour tous vos retours d'expérience. On peut passer dès à présent aux questions-réponses. Il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos 4 experts ici présents? Je peux parler dans le micro. Pas de questions, donc on peut clôturer en tout cas cette table ronde. Merci beaucoup pour votre participation. C'était un ravi. Merci.